à La Havane sous Castro, ce député binational a choisi l'écologie comme engagement politique. François-Michel Lambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous, je vous en Merci. prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Un ristretto, s'il vous plaît. Alors ce sera donc un ristretto, Merci. s'il vous plaît. François-Michel Lambert, vous vous êtes engagé assez jeune chez Génération Écologie. L'écologie à l'époque, elle était assez confidentielle. Pourquoi cet engagement? Elle n'était pas si confidentielle que ça, permettez-moi. Mais au contraire, à l'époque, vous aviez les verres relativement hauts, mais qui étaient dans un nini qui dénonçait, n'était pas force de proposition et surtout ne voulait pas mettre les mains dans le cambouis. Et l'idée de l'écologie est venue par rapport aux enjeux de Rio 92. Et Génération Écologie proposait de mettre les mains dans le cambouis. C'était mettre les mains dans le cambouis, disait Brice Lalonde à l'époque. Moi, c'est ce que je veux. La politique, elle est là pour agir, mettre les mains dans le cambouis. C'est salissant, mais ça fait avancer. Voilà mon engagement en 92. C'est une rencontre en fait, celle aussi avec Brice Lalonde? Une rencontre avec effectivement Brice Lalonde, que j'ai la chance de continuer à voir très régulièrement. Un lien d'amitié très particulier nous lie. J'étais admiratif. Lui, c'est un homme qui donne sa confiance, qui aide à ce que les autres puissent émerger. Beaucoup de, entre guillemets, bébés Lalonde sont aujourd'hui engagés en politique et même en responsabilité. D'où elle vous vient cette conscience écologique? Peut-être familiale, une précaution, notamment la notion de gaspillage était chez nous un enjeu majeur, être précautionneux, ne pas du tout gaspiller, que ce soit du côté maternel ou du côté paternel. Parce que les discours publics étaient quand même assez frileux sur ces questions à l'époque. Oui et non. Il n'y avait pas cette conscience qu'on a aujourd'hui de cette urgence climatique. Alors, il n'y avait pas la conscience de l'urgence climatique, il n'y avait pas la perception du changement en profondeur. On pensait juste qu'il fallait, par exemple, régler le problème des déchets et en régler tout. Non, le problème, c'est la surconsommation. On parlait politique à la maison? Beaucoup. Mon père travaillait à l'étranger, donc je dis souvent avec ma mère, oui, beaucoup avec ma mère. On parlait politique, avec des moments un peu tranchés, parfois contradictoires entre ses enfants et la mère, comme tout enfant avec ses parents qui cherchent à se décaler. Vous n'étiez pas tous du même avis? Surtout pour s'affirmer, je crois. Ouais. Vous êtes né à Cuba. Vous êtes resté longtemps à Cuba? Je suis resté jusqu'à l'âge de mes 4 ans à peu près, 4-5 ans. Et mon père était donc à Cuba. Il occupait la fonction de représentant de la FAO, c'est la branche agroalimentaire de l'ONU, poste qui lui a été confié en 1965 par un certain René Dumont, ingénieur agronome célèbre, candidat écologiste au présidentiel de 1974. Premier candidat écologiste à la présidentielle. Oui. Finalement, c'est ça aussi Qui sait? Je n'ai, à titre personnel, jamais vraiment rencontré René Dumont, si ce n'est que peut-être croisé tout bébé. Mais peut-être qu'il y avait ça aussi, inconsciemment. Nous savions. Et c'est bien parce que nous savions que nous avons collectivement commencé à agir. Oui, une transition est en cours. Mais ce que nous demandent les citoyens, ce n'est pas seulement d'être conscient des risques, ce n'est pas seulement de programmer la sortie de la pollution, c'est également d'accélérer, de réellement les protéger contre les risques sanitaires qui découlent de l'utilisation des pesticides. Vous avez été un député chez les Verts, Europe Écologie Les Verts. Comment vous vous définiriez? Je reviens aux fondamentaux de mon engagement. J'avais l'envie de la politique très jeune, mais le jour où j'ai contacté un parti, c'est le parti qui m'a dit il faut mettre les mains dans le cambouis. Et je pense que plus que jamais, plus encore aujourd'hui qu'hier, par rapport aux enjeux de la transition écologique, de se changer ce modèle, nous devons mettre les mains dans le cambouis. Là, on vous voit ensemble à l'époque dans ce groupe, avec certaines dissensions. Là, on vous voit aux côtés de Cécile Duflot, vous étiez un de ces farouches. C'était le 18 ou 19 juin 2012, donc nous étions tous à peine élus de 48 heures. Ma critique à l'époque, c'est quand on a la possibilité d'avoir des responsabilités ministérielles comme celle qui était proposée à Cécile Duflot, de devenir ministre d'État, englobant tous les enjeux écologiques et de transformation de société, et de le refuser, a heurté l'élément fondamental de mon entrée en politique. C'est
on met les mains dans le cambouis, on va se salir, on va être critiqué, mais on va dans ce moteur parce qu'il faut le changer. Ensuite, vous avez rejoint cet homme, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Pourquoi? Justement, Emmanuel Macron, président de la République aujourd'hui, mais à l'époque, disait, moi je vais mettre les mains dans le cambouis, on voyait bien qu'il y avait des critiques, mais d'où il vient, pourquoi il fait ça, pourquoi il ose, je l'assume encore aujourd'hui. C'était cette promesse qui vous a séduit? Oui, c'est celle-ci, d'aller de l'avant. Ça peut sembler aussi de l'opportunisme pour certains. Ça a été la critique de certains écologistes à votre égard. Vous savez, l'immobilisme est garanti de ne pas avoir de critiques. Moi, j'avance. Après, on fera un bilan. J'ai la chance d'avoir un deuxième mandat, donc il y aura 10 ans d'engagement en tant que député, au moins. On verra au bout qu'est-ce qui a pu bouger grâce à moi. Et puis, vous avez finalement à nouveau quitté ce parti, ce groupe présidentiel. On va le voir, pour vous diriger vers un nouveau groupe. On voit là, c'est lors de la création de ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale, 8e groupe. Nous avions alerté depuis un moment que la République En Marche, d'ailleurs, n'était pas dans sa promesse, dans sa promesse de répondre à une France des diversités, dans sa promesse de croire dans la différence de ce qu'est la France. On a eu un rétrécissement à une pensée très unique, très centralisée sur quelques quartiers parisiens, tenu par quelques personnes, je le dis très très clairement. Donc nous avons créé le 17 octobre, je tiens à préciser, un mois juste avant le début du mouvement des Gilets jaunes, un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire et qui fait référence à ces différences et qui alerte sur les risques d'explosion. On a vu un mois plus tard le début du mouvement des Gilets jaunes. J'aurais préféré ne pas créer ce groupe et que la République En Marche, qui aujourd'hui montre une transformation en profondeur, eh bien, se transforme dès l'été 2018. Aujourd'hui, vous vous sentez libre? Libre et surtout libre de travailler. C'est l'autre dimension, c'est que ces différences étaient éteintes dans la République En Marche. Alors, je constate qu'elles re-respirent, mais elles étaient éteintes à l'époque, notamment mon expression sur tout ce qui était l'écologie. Mon soutien à Nicolas Hulot ne pouvait pas s'exprimer. Ma vision, comme pouvait être celle de Nicolas Hulot ou l'affiliation à Brice Lalonde, ne pouvait pas éclore. Et depuis le 17 octobre, comme je le dis souvent, j'ai beaucoup de travail parce que j'ai eu énormément de possibilités, d'opportunités d'agir. Je reviens toujours à mon fondamental, je suis là pour agir. Je ne suis pas là pour me poser dans un coin et à attendre. C'est ce qu'on m'avait demandé de faire, pas officiellement, mais que j'avais senti à la République En Marche. Mets-toi dans un coin et puis laisse faire. Ça n'est pas du tout mon caractère, ça n'est pas du tout le sens de mon engagement. À Gardanne, le rouge est la couleur dominante. La couleur ouvrière de cet ancien bassin minier, la couleur de ses rejets industriels et de sa municipalité. Entre centrales thermiques et usines d'alumine, l'enjeu majeur est la transformation industrielle. On est 450 salariés à Alteo, on est 300 François-Michel Lambert tient à apparaître aux côtés des salariés d'Alteo. Les bouts rouges font tache, mais pour cet ancien élu vert, pas question de hurler à la dépollution. Il faut trouver un compromis entre écologie et économie. Un écologiste qui défend une entreprise polluante. C'est assez contradictoire. Je ne suis pas la dépollution, contrairement à ce que dit le reportage. Simplement, il y a une pensée planétaire. Moi, je le dis très simplement. Ici, ce n'est pas Gardanne qui produit cette alumine qui est dans vos machines, qui est partout, qui est dans cet appareil. Ce sont les seuls au monde à faire un type d'alumine, qui est donc 80% utilisé à l'export. Ça sera produit où? En Turquie, en Guinée. Avec quelles conséquences? Est-ce qu'on est écologiste planétaire ou est-ce qu'on est écologiste pour son propre jardin? Moi, je suis écologiste planétaire. Il y a la possibilité d'évacuer le problème. Tout est réglé. On gère quelques salariés à recaser. Ou celle de mettre les mains dans le cambouis. On revient toujours à la même chose et on avance. Aujourd'hui, la FNE a donné ses félicitations sur le problème est réglé de rejet en mer. Il nous reste un problème de stockage à terre qui sera réglé en 2022. Et nous aurons donc toujours de la production d'alumine,
mais nous n'aurons plus un impact environnemental. C'est ça, être un écologiste responsable, c'est prendre le risque d'attraper, permettez-moi l'expression, un bâton merdeux, de le nettoyer et d'aller de l'avant. Les autres ont préféré clamer, facile, vous avez les médias, mais vous ne réglez pas le problème, voire pire, vous allez envoyer la pollution chez les autres. Et ça, je ne peux pas accepter de ne pas prendre mes responsabilités. Parce Ça que vous a touché les attaques que vous avez subies sur cette question? ça ne m'a pas touché à titre personnel, je fais de la politique. Ça m'attriste de ceux qui veulent laisser croire qu'on peut construire un monde qui n'existe pas. On ne peut pas construire ce monde en masquant des réalités telles que celle-ci. On ne peut pas construire ce monde. Moi, je le dis à ceux qui disent fermer l'usine. Et alors, vous allez mettre la pollution où? Chez les autres. Ça vous dérange pas? Assumez. Dites-le aux médias. L'engagement politique, c'est aussi un combat personnel. On arrive à faire la part des choses? C'est un combat intime, un combat permanent. C'est parfois, effectivement, il faut encaisser. Mais si vous n'êtes pas assis sur un socle et de valeurs et, j'allais dire, de force, et je reviens sur l'exemple d'Alteo, eh bien, vous vous effondrez. Quels sont justement vos prochains combats? Après, j'ai des engagements au niveau national, ce qu'on appelle l'économie circulaire notamment, c'est sortir de cette société de gaspillage, cette société où on surconsomme, l'équivalent de 2 planètes par an, qui n'est pas soutenable, qui nous amène vers un risque d'effondrement de la civilisation, avec des changements en profondeur. Et j'en donnerai un seul. Je travaille aujourd'hui à mettre en œuvre une nouvelle forme de comptabilité. Une comptabilité qu'on appelle intégrative, qui prend tout à la fois les enjeux financiers, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux dans un seul résultat financier. Alors, où est-ce que vous vous sentez le plus utile? Je me sens utile quand je mets les mains dans le cambouis, quand j'apporte des réponses, quand j'essaye de faire émerger des innovations, des transformations, quand on prend le temps. J'ai la chance d'être grand-père et mon petit-fils, c'est-à-dire que mon engagement ne sera pas je n'arriverai pas à une fin de société. Ils auront aussi à pousser la société plus loin par rapport aux enjeux quand ils s'engageront, je le souhaite, s'ils le souhaitent eux aussi. Voilà, c'est ça la force de l'humanité. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci François-Michel Lambert d'avoir accepté de vous livrer dans Les Mois et Mois. Merci beaucoup. Merci.